Comment est-ce que vous avez fait pour réviser? Qu'est-ce que vous avez fait pour réviser? Ça veut dire quoi, réviser, pour vous? Comment? Se souvenir. Mais comment est-ce que tu fais pour réviser? Il y a un examen, tu as passé des examens. Qu'est-ce que tu as fait avant de passer ces examens? Ça veut dire quoi, réviser? Avant de retourner avec mes cours, j'ai essayé de retrouver ce que je rappelle. OK. Donc, la première étape pour toi, c'est avant de réellement relire tes cours, de te poser des questions, de te demander qu'est-ce que tu savais de ce cours, pourquoi, comment, qu'est-ce qui te manquait, pour ensuite comparer avec ce qu'il y avait dans ton cours et voir là où il te manquait des choses. OK? Les autres? Vous n'avez pas révisé, c'est ça? Comment est-ce que vous faites lorsque vous devez apprendre vos leçons? Lorsque vous préparez cet examen? Vous faites forcément quelque chose. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Une fiche de révision. Comment est-ce que tu fais ta fiche de révision? OK. Donc, tu prends ton cours, il y a une fiche à côté, et tu copies la même chose? La même chose. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? OK. Donc, plutôt que de juste lire ton cours, tu le réécris. Ben oui, mais c'est pour ça, c'est ce qui m'intéresse, moi. C'est pour savoir ce que tout le monde fait, et toi, plutôt que de juste lire, tu vas réécrire, donc ça te permet de t'aider à mieux mémoriser. OK? Les autres? Pareil, tout le monde fait des fiches. Non. Tu fais quoi? Tu retiens. C'est magique. Comment est-ce que tu fais pour retenir? Tu suis le cours. OK? Donc déjà, suivre le cours, ça peut aider, effectivement. Les autres? Est-ce qu'il y en a qui font des fiches ici? Qui? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous faites des fiches? Est-ce que c'est la même stratégie? Est-ce que votre fiche, c'est la même chose que dans le cours? Non? Qu'est-ce que tu fais derrière? Que des mots-clés. Comment est-ce que tu choisis ces mots-clés? OK. Et donc, sur ta fiche, il n'y a que des mots-clés? Il y a quoi sur ta fiche? OK. Donc, tu récupères que les choses qui sont importantes dans ton cours et tu les mets sur ta fiche. Donc, tu fais deux choses. Tu copies des choses, mais tu réfléchis aussi à ce qui est le plus important. OK? D'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent, oui, des fiches et qui font autre chose que des mots-clés ou qui font autre chose que recopier? Et si vous n'utilisez pas des fiches, vous faites quoi? Bonjour. Je posais une question aux autres. Vous êtes en période d'examen? Là? Ouais. Bientôt. Comment est-ce que vous préparez les examens? Fiches? Qu'est-ce que vous mettez sur vos fiches? Comment est-ce que vous savez que c'est essentiel? C'est le prof qui a dit ça c'est important. Donc comme il a dit que c'était important, on le met sur la fiche. OK, d'accord. Mon but aujourd'hui, c'est de venir vous parler du fonctionnement de notre cerveau et de comment est-ce que, en comprenant un peu mieux comment il fonctionne, on peut essayer d'avoir des pistes pour mieux mémoriser, pour être plus attentif, pour avoir de meilleurs résultats peut-être à l'école, en classe, aux examens, parce que on aura été plus attentif, parce qu'on aura mieux mémorisé et parce qu'on aura peut-être un peu mieux compris ce qu'on devait faire, ce que le prof attendait de nous. Et donc, je vous ai dit, mon but, ce n'est pas de vous faire un cours, mon but, c'est de vous parler du cerveau et de vous parler notamment de l'attention. Est-ce que vous savez ce que c'est l'attention? On vous dit, hein,
C'est arrivé sur vos bulletins, n'est pas attentif, doit faire plus attention. Ça vous est déjà arrivé à certains? Mais c'est quoi l'attention? Ce qu'ils ont là. Ok. Ouais, mais c'est pas parce que vous êtes toutes et tous en train de me regarder que vous êtes forcément attentifs. Peut-être que vous êtes en train de penser à autre chose. Peut-être que vous vous dites, allez, plus que 45 minutes et c'est fini. On peut. C'est pas parce qu'on est en train de me regarder que forcément on est attentif. En fait, l'attention, c'est quelque chose qui est compliqué. L'attention, c'est un élément, une fonction cognitive, un élément, une fonction de notre cerveau qui nous permet de récupérer des informations dans le monde qui nous entoure. Mais notre attention, elle a plusieurs facettes, notre attention, elle a plusieurs propriétés, et une des propriétés de l'attention, en laboratoire, on l'étudie grâce à ça. Vous avez, tout le monde voit l'écran ? Vous avez un double cadran, et sur cet écran, il y a ça qui apparaît. Il y a ça qui apparaît. Qu'est-ce que fait le point rouge? Il se déplace. Il se déplace comment? Ok. En cercle, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vous recommence. Ok? Qui a dit? Des fois, il saute. Des fois, alors qu'il devrait passer de position en position, il lui arrive de sauter. Lorsqu'on fait venir des participants au laboratoire, on les met face à un écran d'ordinateur, et ce qu'ils ont à faire, c'est très simple. Ils regardent l'écran, et lorsqu'ils voient le point rouge sauter, ils doivent appuyer sur une touche. C'est pas très compliqué. Mais sauf que ça, on leur fait faire pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. C'est pas ce qu'il y a de plus excitant, hein. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que c'est intéressant et les résultats qu'on obtient, ça nous montre que plus on va rester sur une seule et même tâche, plus on va faire la même chose très longtemps, et plus il va se passer de choses. Plus les participants vont mettre du temps avant d'appuyer sur l'ordinateur pour dire « il y a ça qui s'est passé », et plus ils vont commettre d'erreurs. Plus une seule et même tâche dure longtemps, et moins on est performant. Quand vous devez réviser, quand vous êtes en cours, quand c'est juste très long et que vous faites toujours la même chose, plus ça va être long et moins on est bon. Donc qu'est-ce que vous faites lorsque c'est trop long? On quoi? On joue. Ça sert à quoi de jouer? Ouais, rester réveillé. Qu'est-ce que vous faites d'autre? On dort. Ok. Quoi d'autre? Quand vous en avez marre de réviser. Comment? On s'entraîne? On s'entraîne à faire quoi? Ok, d'accord. On fait autre chose. Et ça s'appelle faire une pause. Les pauses, ça sert à ça. Les pauses, ça sert à couper et à faire autre chose que ce qu'on était déjà en train de faire. Si vous avez des pauses, des récréations dans votre emploi du temps, ça sert justement à ça. Parce que plus on va être focalisé sur ce qu'on est en train de faire, plus ça va durer longtemps et moins on va être performant. Ça, c'est une facette de l'attention. On dit que l'attention, elle est soutenue. On peut rester pendant un certain temps et faire certaines activités, mais plus cette activité va être longue et moins on est bon. Donc, faire des pauses, ça sert justement à faire ça. Et faire des pauses, c'est pas juste forcément jouer, c'est pas juste forcément dormir, c'est juste peut-être faire autre chose. Alors qu'on était en train de réviser en faisant des fiches, on peut lire une autre leçon, on peut regarder une vidéo autour de son cours. C'est passer d'une activité à une autre. Et parfois, on a besoin de faire de vraies pauses, des pauses où on ne fait rien du tout. Ok, ça c'est une facette de l'attention. Une autre facette de l'attention, je vais vous l'illustrer par une vidéo. Je vais vous demander de regarder une vidéo qui va être sans son. Et ce que je vous demande de faire,
c'est qu'au bout de cette vidéo qui va durer 2 minutes, vous puissiez me raconter quelle était l'histoire de cette vidéo. OK? Voici cette vidéo. OK. Ça va? Que racontait cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez vu? C'était quoi l'histoire? De quoi? OK, coupable ou innocent? C'est une scène de crime qu'on voit. Ouais? Vous connaissez le jeu Cluedo? Un jeu d'enquête où on doit chercher qui est la victime, qui a tué la victime. Et donc, on a tout un tas de suspects différents et on mène l'enquête. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous avez combien de personnages? 5? 6? Il y a qui? Alors, attends, j'ai pas entendu. On a qui? La victime. Effectivement, on a la victime. La victime, elle est où? Par terre, au sol, d'accord. On a qui d'autre? L'enquêteur. OK. Qui d'autre? Policier. Et effectivement, on a 3 suspects. C'est qui ces 3 suspects? Ouais, une femme de ménage. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est un cuistot? Rouleau à pâtisserie? Ouais. Ouais, un majordome, un cuistot, d'accord. Et qui d'autre? La mamie? Une dame, et parce qu'elle a quoi dans les mains? Un pot? Ok, donc moi je vais dire que c'est la jardinière. Tu peux dire que c'est la mamie, moi je vais dire que c'est la jardinière. Ok, donc on a 3 suspects et ils ont quoi dans les mains? La mamie, on a dit, elle a un pot. Il a quelle taille ce pot? Petit, grand? Moyen. D'accord. Le cuisinier? Un rouleau à pâtisserie? Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Non? Il a quoi dans les mains? Un chandelier? Un chandelier. OK. Est-ce que vous avez vu des trucs bizarres dans cette vidéo? De quoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? OK. Ouais, et la dernière, effectivement, elle avait une espèce de chauffe-plat, grosse casserole pour chauffer les plats. Il y avait quoi d'autre dans l'environnement derrière, dans le décor? Les tableaux. Il y a quoi? Une armure. Tout le monde a vu l'armure? Non? Tu as vu quoi, toi? Tu sais pas ce que tu as vu. OK, d'accord. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez vu un vase avec des fleurs? Ouais. Quelle couleur ces fleurs? Vert? Rose, d'accord. Et si je vous disais que, en fait, dans cette vidéo, il y a eu en tout 21 changements. Entre la première fois où vous avez vu certaines des choses et la deuxième fois où vous avez vu ces choses, il y a eu en tout 21 choses qui ont changé. Et lorsque je dis 21 choses qui ont changé, il y a des choses qui sont un peu des détails. Les tableaux ne sont pas tout à fait les mêmes, les têtes empaillées ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a des choses qui sont un peu plus marquantes, comme le fait que la première chose que vous voyez au tout début de la vidéo, c'est une table avec une nappe, un vase et des fleurs dedans. Entre la première fois où vous avez vu ça et la deuxième fois où vous l'avez vu, la nappe, c'est plus la même, le vase, c'est plus le même, les fleurs, c'est plus les mêmes. Mais il y a d'autres choses qui sont encore plus fortes. Certains ont vu l'armure. L'armure, elle n'est pas là au début de la vidéo. À la place, c'est quoi? C'est un ours empaillé. Il y a un énorme ours, et cet ours, il va être changé en armure. Et même
vous avez tous les deux raison, en fait. Le cuisinier, le majordome, au début, il a un rouleau à pâtisserie, mais après, il va avoir un chandelier. Et il y a d'autres choses qui sont encore plus fortes. La victime, c'est plus le même. Elle a changé. Au début, il est un peu comme moi. À la fin, il a plus de cheveux. Et puis même l'inspecteur, il n'a pas du tout la même couleur de veste entre le début et la fin. Je vais vous montrer la même vidéo, mais au lieu de la regarder par l'angle de la caméra qui suit l'action, on va la regarder ce qu'on appelle en hors-champ. Et on va voir tous les changements qui ont eu lieu et que vous n'avez pas vus. Regardez bien. Là, la table avec la nappe, le vase et les fleurs. Ils vont changer tout ça tout de suite. Vous voyez bien, là, il y a un ours empaillé. Là, le monsieur, il n'a pas de cheveux. Il avait bien un rouleau à pâtisserie. On change les tableaux, on fait venir l'armure. Elle a changé de peau. On déshabille l'inspecteur. Le monsieur avec des cheveux arrive. En tout, 21 changements. Je ne vais pas tous les citer. Mais ouais, tout ça, ben, vous ne l'avez pas vu. Et je vais vous remontrer la même vidéo que vous aviez vue. Et faites attention à n'importe lequel de ces éléments qu'il y a au début. N'importe lequel. Et vous verrez que l'ours, ça ne sera plus là. Le monsieur sans les cheveux, il ne sera plus là. Là, le vase, les fleurs, la couleur. Et même, je vais aller plus loin. Regardez, elle a un pot assez moyen. Elle va finir avec un petit pot avec une pelle à l'intérieur. Lui, il a bien un rouleau à pâtisserie. Il ne va plus avoir ce rouleau à pâtisserie. Elle a un chapeau en paille. Elle n'aura plus un chapeau en paille à la fin. Et lui, il n'aura même plus le même chapeau. Regardez. Déjà, les fleurs ont changé là. C'est plus les mêmes. On regarde là, regardez, l'armure est en train de bouger. Elle vient d'être changée. Lui, il n'a plus le rouleau à pâtisserie. Elle a un petit pot et son chapeau a changé. Le mort, c'est plus le même. L'inspecteur, il a changé de couleur. Et le chapeau, c'est plus le même aussi. En réalité, lorsqu'on regarde quelque chose, notre cerveau nous donne l'impression que aucune information ne nous échappe, qu'on est capable de tout récupérer. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo qu'on utilise en recherche. C'est une campagne de publicité qui a été faite en Grande-Bretagne pour les gens et les sensibiliser au fait que lorsqu'ils étaient au volant de leur voiture, il y avait tout un tas de choses qu'ils ne voyaient pas autour de leur voiture, comme les personnes à vélo. Parce que oui, dans notre vie de tous les jours, notre cerveau est bombardé d'informations, mais il fait un tri. Et il ne va garder que quelques informations. Et il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas. Cette deuxième facette de l'attention, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Notre attention, elle est sélective. Elle va aller sélectionner certaines informations. C'est comme ça que si jamais vous êtes en cours et que le ou la prof utilise un diaporama et que ça ressemble à ça, ce diaporama, ouais, il y a des profs qui utilisent des diaporamas? Tout le temps. Il y a des diapos qui ressemblent à ça? Avec beaucoup de texte? Trop de texte? Avec des images? Plus du texte? Ça, en fait, ce qui est fait ici, c'est qu'on vous donne beaucoup d'informations. Et donc, votre cerveau va faire un choix. Il va aller sélectionner certaines informations, et les informations qu'il va sélectionner, ce ne sera peut-être pas l'information la plus importante. Donc, si vous devez faire des présentations, mettez moins de choses sur les diapos, et si vos profs en mettent trop sur les diapos, peut-être que vous pouvez leur dire. Ça, c'est la deuxième facette de l'attention. La troisième facette de l'attention, je vais vous l'illustrer en vous faisant faire quelque chose. Il va apparaître un texte à l'écran. Je vais vous demander de lire ce texte. Une fois le temps passé, je vous poserai des questions sur ce texte. Jusque-là, a priori, ça va. Lire un texte assez court, écrit en assez gros, je vous pose des questions, ça devrait aller. Sauf qu'en même temps que vous allez lire ce texte, je vais vous en dire un autre. Et les questions que je vais vous poser,
ça va être des questions à la fois sur le texte que vous avez lu et sur le texte que j'ai lu. Oui, vas-y. OK? Vous allez réussir à faire les deux choses en même temps? On va voir ça. Voici ce texte, et je vous lis un autre texte, et les questions porteront à la fois sur ce que vous avez lu et ce que j'aurais dit moi. Non, 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 non. Il a dit, moi j'écoute, toi tu lis. Non, 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 non. C'est chacun qui écoute et qui lit. Ok, on est parti. Attention, je ne lis mon texte qu'une fois. Et une fois que j'ai terminé de lire mon texte, le texte qui est affiché disparaît. C'est parti. L'attention est la faculté de se consacrer à un objet, d'utiliser sa capacité à l'observation, l'étude, le jugement d'une chose, quelle qu'elle soit, ou encore à la pratique d'une action. L'attention est exclusive du fait qu'on ne peut réellement porter son attention que sur un objet à la fois, même si on peut avoir le sentiment inverse. Première question. Par quel type de signaux un enfant peut-il se laisser distraire? Lumière, bruit. Et le troisième? Troisième, c'était objet. Où est-ce qu'était cette information? Sur le texte qui est apparu ici ou le texte que j'ai dit? Le texte apparu. Ok, le texte à lire. Ok, deuxième question. Chaque enfant, chaque élève a un devoir dans la vie, dans sa famille, à l'école. Lequel? Je sais que cette question, elle est un peu plus complexe parce que là, il ne fallait pas juste récupérer des informations dans le texte qui était là ou dans ce que j'ai dit. Il fallait comprendre ce que je disais pour pouvoir répondre à cette question. Je vais vous poser une autre question. Où était cette information? Sur le texte là ou sur ce que j'ai dit? Là? Ouais, c'était bien là. Ok. Et pour vous répondre à la question, chaque enfant, chaque élève a un devoir dans la vie, dans sa famille, à l'école, lequel? C'est devenir plus compétent en attention, développer son attention. Troisième question, quelle est la particularité de l'attention? Cette information, elle était où? Texte là ou de ce que j'ai dit? Dans ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'était que l'attention est exclusive. On ne peut faire qu'une chose à la fois. Lorsque je vous demande de lire un texte et d'écouter ce que je suis en train de dire, ça ne marchera pas. Dernière question. Quel est l'exemple qui a été donné sur l'attention soutenue? L'attention soutenue, je vous rappelle, c'est cette facette de l'attention qui fait que plus une tâche va durer longtemps, plus on va être de moins en moins performant, moins on va être bon. Ok? Je sais qu'elle est compliquée, celle-là aussi. Où est-ce qu'était cette information? Dans le texte là ou dans ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'était là? Ouais? Qui pense que c'était là? Allez, j'ai entendu des ouais. Ok? Qui pense que c'était là? Ok, qui pense rien? La réponse est qu'il n'y avait aucun exemple sur l'attention soutenue. Non, 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 non. J'ai dit qui pense rien. J'ai pas dit qui pense qu'il n'y en avait pas. C'est pas la même chose. Attention. Donc, oui, cette troisième facette de l'attention, c'est ce qu'on appelle l'attention partagée. On peut faire plusieurs choses en même temps, mais lorsqu'il y a au moins une des deux tâches qui a été automatisée. Par exemple, si je vous demande de lire un texte, vous pouvez lire ce texte et le comprendre en même temps. Pourquoi? Parce que vous avez automatisé la lecture. Mais si je vous demande de lire un texte et en même temps d'écouter ce que je suis en train de dire, ça ne marchera pas. Et pourtant, en classe, en cours, les profs font ça parfois. Vous voyez, ils mettent une diapo et pendant qu'il y a la diapo, ils sont en train de parler
en même temps. Et alors qu'il parle en même temps et qu'il y a la diapo qui est apparue, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez regardé la diapo, vous avez lu ce qui était écrit, même si ça ne veut rien dire, vous avez lu ce qui était écrit. Et là, alors que vous lisiez ce qui était écrit, ben, vous ne m'aviez plus écouté. Et vous avez perdu les mots du début de ma phrase. On ne peut pas faire deux tâches complexes en même temps. Il faut dire au prof. Ouais, c'est intéressant. Il faut le dire au prof. Et ça existe aussi lorsque les profs vous distribuent des exercices et que pendant que vous lisez cet exercice, ils vous expliquent comment il faut résoudre l'exercice. En fait, ils vous demandent de faire deux choses en même temps, deux choses complexes en même temps, et ça, le cerveau ne sait pas le faire. On peut avoir l'impression qu'on peut faire les deux. Lorsque vous avez lu le texte et lorsque vous avez entendu ce que j'ai dit, vous aviez peut-être l'impression que vous suiviez les deux. Sauf que lorsque j'ai posé les questions, vous vous êtes bien rendu compte que ça ne marchait pas comme ça. Ouais, on ne peut pas faire deux tâches complexes en même temps. Si je devais vous donner une image de ce qu'est l'attention c'est ça. C'est un espèce de projecteur. Notre attention nous permet de mettre dans la lumière certaines informations. Des informations que notre cerveau va pouvoir récupérer. Mais comme un vrai projecteur, s'il y a certaines informations que je ne mets pas dans la lumière, ben, il y en a tout un tas d'autres qui vont rester dans l'ombre. Et toutes celles qui ne sont pas éclairées par mon attention ne vont pas rentrer, ne vont pas être intégrées, ne vont pas être traitées par mon cerveau. Donc, l'idée, c'est de comprendre un peu mieux comment fonctionne notre attention, de savoir que plus ce qu'on fait va être long, moins on va être bon, donc il faut faire des pauses. Comprendre que lorsque on me bombarde d'informations, ben mon cerveau va faire un choix, et le choix, les informations qu'il va récupérer sont peut-être pas les informations les plus importantes. Donc, il faut, notamment lorsqu'on utilise un diaporama, avoir le minimum d'informations, les informations les plus importantes. Et la dernière chose, on ne peut pas faire deux tâches complexes en même temps. Donc ben, on n'écoute peut-être pas la télé pendant qu'on lit ses cours. Oui. Qui révise avec de la musique? Ok, vous utilisez quoi comme musique? Alors, moi, j'ai deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a des paroles dans la musique que vous écoutez pendant que vous êtes en train de réviser? Oui. Est-ce que c'est une langue que vous maîtrisez? Non. Ok. Il y a plein de choses qui se posent comme question. Est-ce qu'on peut réviser en écoutant de la musique? Et moi, je vais vous dire qu'il y a des travaux scientifiques qui montrent que ça peut être intéressant de réviser en écoutant de la musique. Oui, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que parfois, ça peut nous couper du bruit. Ça peut nous permettre de nous aider à être plus attentionnels, d'avoir un focus attentionnel, que nos processus attentionnels soient mieux, plus dirigés vers ce qu'on est en train de faire et pas parasités par le bruit qui est autour de nous. Ce qui va être plus compliqué, c'est lorsque la musique est très forte, lorsque la musique a des paroles et lorsque les paroles de cette musique sont dans une langue que je connais. Parce que si c'est dans une langue que je connais, c'est un petit peu comme si, alors que j'étais en train de réviser, quelqu'un était à côté de moi et était en train de me parler. Quand vous lisez quelque chose, si quelqu'un vous parle à côté de vous, ouais, c'est pas super agréable. Ben, c'est exactement la même chose. Donc oui, dans une certaine mesure, on peut écouter de la musique lorsqu'on révise, mais il faut faire attention au fait que ça n'impacte pas cette révision, et notamment qu'il n'y ait peut-être pas des paroles, et s'il y a des paroles, que ce ne soit pas dans une langue que vous maîtrisez. Ok, ça c'est pour l'attention. La deuxième chose dont je veux vous parler, et qui me semble important lorsque vous parlez de révision, c'est de parler de mémoire. Certains utilisent des fiches pour réviser. Et lorsque vous utilisez des fiches pour ceux qui révisent, soit vous mettez des mots-clés, soit vous recopiez votre cours. Ceux qui n'utilisent pas de fiches, ben vous pouvez relire juste votre leçon. D'autres se questionnent avant en se demandant ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est quoi la mémoire? Comment est-ce que vous définiriez ce qu'est la mémoire?
Stockage d'informations, OK. À plus ou moins long terme, on peut récupérer et stocker des informations pendant un temps limité et laisser ces informations filer. Elles ne vont pas rester en tête. Si on vous demande d'aller chercher quelque chose, ben une fois que vous avez récupéré ce que vous êtes allé chercher, vous ne gardez pas en mémoire forcément ce que vous êtes allé chercher. Par contre, les cours, vous essayez de les garder en mémoire assez longtemps. Vous essayez, j'ai dit. Après, est-ce qu'on y arrive? Ce n'est pas forcément évident. Oui, la mémoire, c'est ce stockage de l'information, mais pas seulement. Ce qui est encore plus important que de stocker l'information, c'est comment? De retenir, mais c'est de pouvoir la récupérer, l'information. C'est bien d'avoir appris vos leçons, mais c'est encore mieux au moment de l'examen, lorsque vous êtes face au sujet, de pouvoir récupérer toutes ces informations que vous avez stockées. Je pense, hein? Ouais, non? Et comment est-ce que vous faites? Ben, en fait, théoriquement, la question, si vous avez plus ou moins bien appris vos leçons, la question comporte des indices qui vont vous dire « Ah oui, c'est cette partie de la leçon. Ah oui, c'est ce qu'on me demande de faire. Ah oui, ça, je l'ai déjà fait. » Et donc, c'est comme ça que vous allez utiliser des indices pour aller récupérer ces informations qui sont en mémoire. Mais oui, la mémoire, c'est à la fois la récupération d'informations et le stockage d'informations. C'est les deux. Et en fait, il y a même une troisième étape qu'on appelle l'encodage. C'est cette première étape où on va aller récupérer les bonnes informations. Parce que ce n'est pas juste aller stocker, aller ranger quelque part. C'est aller récupérer les bonnes informations pour ranger et stocker ces bonnes informations. Et on peut mettre en évidence, on peut découper la mémoire en deux grandes catégories de mémoire. D'un côté, on va avoir ce qu'on appelle la mémoire à court terme, la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, c'est celle que vous êtes en train d'utiliser lorsque vous m'écoutez parler. C'est celle où, lorsque je suis en train de dire ma phrase, vous récupérez tous les mots de ma phrase pour que, à la fin, vous puissiez avoir tous ces mots de cette phrase et qu'ils puissent avoir un sens sur l'ensemble de la phrase. Si je vous dis 3 plus 4, il faut garder dans votre espace mental, dans cette mémoire de travail, l'information 3, l'information 4, l'information plus, savoir que plus c'est une addition, comment est-ce qu'on fait cette addition, aller chercher ça dans votre mémoire à long terme, ok, l'addition ça marche comme ça, 3 plus 4 ça fait 7, gardez l'information 7 et la garder assez longtemps pour pouvoir me dire la réponse. La mémoire de travail, ça sert à faire ça. Mais cette mémoire de travail, elle est limitée. Elle est limitée en place et elle est limitée en temps. Je ne vais pas pouvoir conserver un grand nombre d'informations dans cette mémoire. Est-ce que vous savez combien d'informations on peut conserver dans cette mémoire? Non? Si je vous demande de mémoriser une suite de chiffres, combien de chiffres vous allez réussir à mémoriser? 6, 7? Ça dépend de la suite. Vous ne savez pas? Non. Ben, on va tester ça. Allez. Comment? Non, c'est pas noté. C'est pas grave que tu réussisses ou pas, on s'en fout. Vous pouvez faire passer, s'il vous plaît? Je vous donne des feuilles. Si vous avez des stylos? Je te remercie. Vous avez des stylos? Tu as?
Je te remercie. C'est bon? Tout le monde a une feuille? Tout le monde a un stylo? Oui? Ça tombe bien, on ne va pas les utiliser. Ok. Ok, d'accord. Ça sera après, mais au moins vous les avez déjà. Là, la première tâche que je vais vous demander de faire, c'est une tâche qui est extrêmement simple. Il faut regarder ce qu'il va y avoir sur l'écran. Et sur l'écran, il va apparaître un chiffre à la fois. Un chiffre qui va... Non, 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 attends, avant que... Je vois les stratégies. Attendez, attendez, je n'ai pas donné la consigne. J'explique déjà l'exercice, après je donne les consignes. Ce qui va apparaître sur l'écran, c'est des chiffres entre 0 et 9. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de retenir la plus longue suite de chiffres en partant du début. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura passé tous les chiffres, on les reprendra un après l'autre, et dès que vous vous êtes trompé, vous devrez vous arrêter. Donc, ça va être à vous de voir si vous voulez conserver les 3, 4, 5 premiers et être sûr d'avoir les 5 premiers, ou si vous voulez essayer d'en avoir 7, 8, 9, 10, mais peut-être que si vous vous trompez sur le 2, ben vous en aurez retenu qu'un. Donc, vous devez retenir la plus longue suite de chiffres possible en partant du début, et vous pouvez faire la stratégie que vous voulez, sauf 3 exceptions. OK? La première exception, vous pouvez garder aucune trace de ce qui va être affiché. Donc, vous n'utilisez pas votre feuille, votre crayon, votre stylo, vous n'utilisez pas votre ordinateur, vous n'utilisez pas votre téléphone, vous ne gardez aucune trace, tout se passe dans votre tête. La deuxième exception, vous pouvez adopter la stratégie que vous voulez, sauf répéter à haute voix. Parce que si vous répétez à haute voix, ça pourrait perturber les autres et les gêner. Et la troisième exception, vous pouvez adopter la stratégie que vous voulez, sauf que c'est un exercice individuel. On ne dit pas, alors moi je fais les 3 premiers, toi tu fais les 3 qui suivent. Non, non, ça ne marche pas comme ça. OK? Ça va assez vite. Et chaque fois qu'un chiffre apparaît, je le dis moi aussi à haute voix. Attention, on est parti. Je vous rappelle bien, il faut retenir la plus longue suite de chiffres possible en partant du début. On est parti. 3, 7, 4, 9, 5, 1, 8, 3, 2, 7, 5, 8, 6, 4, 7. J'arrête la torture. OK. Restez bien concentrés. On va reprendre les chiffres les uns après les autres à mon top. Le premier, c'était 3. Attendez. Le deuxième, 7. Ensuite, 4. Ensuite, 9. Ensuite, 1. Ensuite, 7. Ensuite, 5. Ensuite,
8. Ensuite, manqué 6, 4 et 7. OK. C'est pas très intéressant de savoir combien est-ce que vous avez réussi à en avoir. De toute façon, ça représente pas grand-chose. Mais néanmoins, ce type de tâche scientifique, de mémorisation, a été fait sur des dizaines et des dizaines de milliers de participants. Et en moyenne, lorsqu'on est bien concentré, lorsqu'on essaye de ne pas être trop gourmand, on arrive à retenir 7 chiffres. 7 chiffres, plus ou moins 2. Ça va dépendre. Il y a des personnes qui vont être plus proches de 5, il y a des personnes qui seront plus proches de 9. Si vous avez fait moins que 5, c'est pas grave. Là, on est bien d'accord, ce test qui est fait comme ça dans cette salle, ça n'a aucune validité. Mais non, néanmoins, c'est intéressant de savoir que dans cette mémoire de travail, on ne va pas pouvoir conserver un grand nombre d'informations. En fait, ça dépend. Ça dépend de comment est-ce qu'on va traiter ces informations. C'est pour ça que vous avez une feuille et un stylo. C'est pour ça que je vais vous proposer de faire un nouvel exercice. Ce nouvel exercice est le suivant. Sur le tableau, il va apparaître 16 mots. Chacun des mots va appartenir à une des 4 catégories que j'ai choisies. La tâche que je vais vous demander de faire, c'est tout d'abord de tracer 4 colonnes sur vos feuilles. OK. Tout le monde a 4 colonnes? Je vous laisse finir de tracer vos belles colonnes. C'est ça. Qu'elles soient belles ou pas, vos colonnes, c'est pas très grave, hein, on est bien d'accord. OK. Donc, je vous ai dit, il va apparaître au tableau 16 mots. Chacun des mots va appartenir à une des 4 catégories que j'ai choisies. Vous avez 4 colonnes devant vous. Ça veut dire qu'il va falloir mettre 4 mots dans chaque colonne, et les mots dans une colonne doivent être ceux d'une seule et même catégorie. Pour être sûr que j'ai réussi à bien expliquer ce que je devais vous demander de faire, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faut que vous fassiez? 4 colonnes. Qu'est-ce qu'on met dans ces colonnes? 4 mots. On met quoi comme mots? Les mots qui appartiennent à la même catégorie. Le problème, c'est que je ne vous dis pas les 4 catégories. Le problème, c'est que je vous laisse les 16 mots, ils vont tous apparaître en même temps et vous prenez le temps dont vous avez besoin. À la fin, vous devez avoir les 16 mots et dans chaque colonne, vous devez avoir 4 mots par colonne. Et à l'intérieur d'une colonne, vous devez forcément avoir tous les mots d'une seule et même catégorie. OK? Voici les 16 mots. Les 16 mots sont pomme, foot, Chine, thé, Russie, banane, ananas, café, basket, bière, tennis, France, Maroc, volley, eau et poire. Vous pressez pas. Prenez le temps dont vous avez besoin.
C'est quoi les 4 catégories? Alors, attends, vas-y. Pays, fruits, sport et liquide, boisson. OK. Est-ce que tout le monde a ces 16 mots? Ouais. On va passer à la deuxième étape. Je cache les mots et je vous laisse 30 secondes pour apprendre chacun de ces mots. Lorsque je dirai top, vous retournerez votre feuille et vous réécrirez le plus de mots possible dans l'ordre que vous voulez. Là, vous avez le temps de lire les mots. Apprenez-les, je vous dirai lorsqu'il faudra retourner la feuille. Top! Retournez votre feuille et réécrivez le plus de mots possible. Je vois que certains ont terminé et ont l'air assez contents. J'en vois d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Assez souvent, ce qui se passe, c'est le dernier mot d'une catégorie qui a du mal à revenir. Ou alors, c'est toute une catégorie qu'on a oubliée. Ça arrive aussi. Je vous laisse encore 3-4 secondes et on verra. Ouais, c'est l'après-midi. Et c'est bientôt les vacances. Ça aide pas. OK, on va vérifier. Histoire que, je ne sais pas, vous ayez mis Japon à la place de Chine, par exemple. On avait bien 4 fruits. Ces 4 fruits sont pommes, bananes, ananas, poires. On avait 4 sports. Foot, basket, tennis, volley. On avait 4 pays. Chine, Russie, France, Maroc. Et on avait 4 boissons liquides. Thé, café, bière et eau. J'ai une question. Qui parmi vous a fait plus que 4 erreurs? Plus que 4 erreurs. Vous pouvez regarder autour de vous. Il n'y a personne qui a levé la main. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on arrivait à retenir 7 chiffres plus ou moins 2. Là, vous en aviez 16 et tout le monde a réussi à en retenir au moins 12. Et certains, j'imagine, sont facilement arrivés jusqu'à 16. En réalité, dans cette mémoire à long terme, dans cette espèce de petit post-it qu'on a dans la tête et qui nous permet de garder certaines informations pour faire notamment des opérations mentales, pour pouvoir réfléchir, on a un espace limité, mais en fonction de ce qu'on va faire des informations qu'on met dedans, en fonction des liens qu'on va pouvoir créer, on va pouvoir garder plus d'informations. Et on va pouvoir les garder plus longtemps. Demain, vous vous rappellerez peut-être pas quel était le 5e chiffre. C'était quoi le 5e chiffre? 5. Mais par contre, demain, vous vous rappellerez peut-être plus que parmi les 4 catégories, il y avait une catégorie pays ou il y avait une catégorie fruits. Parce que vous aurez travaillé différemment avec l'information. Oui,
Pour pouvoir garder une information en mémoire, il va être important de manipuler cette information, d'en faire quelque chose, d'être actif. Si vous êtes juste là à écouter quelqu'un vous parler, vous retiendrez beaucoup moins de choses que si vous faites quelque chose. Ça, c'est cette mémoire à court terme. Mais ça marche aussi avec la mémoire à long terme. Cette mémoire qu'on imagine comme étant une très grande bibliothèque dans laquelle on va aller stocker un grand nombre d'informations. Tous nos souvenirs vont être stockés, rangés, bien comme il faut dans notre tête. En réalité, c'est un peu plus compliqué parce que les souvenirs, ça peut bouger de place, ça peut évoluer, ça peut se transformer, ça peut s'effacer, ça peut s'oublier. Mais comment est-ce qu'on fait pour maximiser, pour oublier le moins possible ? En fait, c'est un délicat équilibre qu'il va falloir mettre en évidence. Il va falloir faire en sorte que certaines informations, on les revoie d'une certaine manière pour oublier le moins possible. Il faut dire à notre cerveau, cette information, elle est importante, donc garde-la en mémoire. Et comment est-ce qu'on dit qu'une information, elle est importante ? Comment est-ce que vous faites lorsque vous devez mémoriser quelque chose ? Ouais, tu te concentres. L'attention, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Parce que grâce à l'attention, vous allez récupérer les bonnes informations dans le monde autour de vous. Ok, quoi d'autre ? C'était dit tout à l'heure, les fiches. À quoi ça sert de faire une fiche ? Mémoriser, mais comment ? Ouais, les mots-clés. Donc, c'est récupérer les mots-clés, c'est se poser la question de savoir ce qui est vraiment important dans le cours. Donc ça veut dire être actif, se poser des questions, s'interroger. Mais faire des fiches, ça sert aussi à faire ce qu'on appelle une réactivation. C'est comme si on faisait une répétition. Même si vous prenez votre cours et que vous le lisez, en fait, juste en relisant votre cours, vous le voyez une deuxième fois. Mais relire son cours, ce n'est pas la meilleure des choses pour apprendre son cours. On peut peut-être effectivement faire des fiches. Faire des fiches parce que là, on va lire et en plus, on va recopier. Sauf que ça dépend ce qu'on fait quand on recopie. Si on recopie devant une série télé, on sait très bien qu'on fait une recopie en automatique et on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on est en train de faire. Ça va être peut-être encore mieux si on se pose des questions et que sur cette fiche, on met des mots-clés. Et c'est peut-être encore mieux si en fait, on ne fait pas de fiche et juste on se pose des questions. On essaye de regarder son cours, peut-être parce que le prof ou la prof nous a dit « ça, c'est les éléments importants », on crée des questions. On crée des questions autour de ces éléments importants. Quelle est la définition de ça ? Comment est-ce qu'on arrive à ça ? Quelle est la formule de ça ? Et on se pose des questions, on pose les questions et ensuite on essaye d'y répondre. Et c'est comme ça, en étant actif, en s'interrogeant. C'est ce que vous avez fait là. Hein. Là, vous ne le gardez pas à long terme, mais vous avez récupéré des informations, vous avez créé du lien, vous les avez mis dans une catégorie, et ensuite, vous avez essayé de les retrouver. Vous vous êtes auto-interrogé. En fait, ça sert à ça théoriquement le contrôle. Un contrôle, ça ne devrait pas être juste là pour mettre une note. Un contrôle, c'est pour dire, OK, il y a des choses que je connais, il y a des choses que je connais moins. Le contrôle, ça sert à ça, à savoir où est-ce que vous en êtes pour ensuite, derrière, dire ce que je connais moins, je vais mieux le travailler, je vais plus le revoir. Même si à l'école, ce n'est pas toujours comme ça qu'est utilisé le contrôle. Mais ça sert à ça, normalement, une correction. Une correction, ça sert à faire le tri entre les choses que je pensais savoir et celles sur lesquelles je me suis trompé. Et pour les chercheurs qui étudient et les chercheuses qui étudient le fonctionnement du cerveau, on apprend que lorsqu'on fait des erreurs. Si on ne fait pas une erreur, on n'apprend pas. Si on ne fait pas une erreur, on fait que mémoriser. On consolide les choses qu'on connaissait déjà. Par contre, lorsqu'on fait une erreur, pour corriger cette erreur, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Il faut modifier ce qu'on connaissait déjà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, se tromper, c'est important. Et se questionner, ça permet de savoir là où on se trompe. Et en se questionnant, on arrive à voir qu'on se trompe. Et si on arrive à voir qu'on se trompe, on peut apprendre de nouvelles choses. Pour pouvoir mémoriser au mieux, il faut garder en tête que ce n'est pas parce que je connais quelque chose aujourd'hui que je le connaîtrai demain, que je le connaîtrai dans 6 mois, que je le connaîtrai dans 10 ans. La mémoire,
dans le cerveau, c'est quelque chose qui se consolide, qui se construit. Il va falloir du temps. Et donc, il va falloir revenir plusieurs fois à ce qu'on fait. Théoriquement, si le contrôle est 1 mois, 2 mois après qu'on a vu la leçon, ça sert à aider à cette consolidation. Parce que vous aurez vu la leçon, puis ensuite, vous aurez peut-être révisé, allez, 2 jours avant l'examen. Je suis gentil, hein, j'ai dit 2 jours. Je n'ai pas dit juste avant de rentrer dans la classe. Mais vous l'aurez vu encore au moins une fois, et ensuite, vous aurez eu l'examen, le contrôle, puis ensuite, théoriquement, il y a la correction, et en fait, vous l'aurez vu plusieurs fois, cette chose. Et comme vous l'aurez vu plusieurs fois, ça aura aidé à consolider tout ça, parce que oui, le voir plusieurs fois, c'est quelque chose qui est important. Cette répétition, et même plus qu'une répétition, cette idée de revoir cette information, de la revoir de manière différente, peut-être en vous questionnant, peut-être en étant actif, ça va être important. Mais en fait, dans votre cours, la plupart du temps, vous revoyez déjà l'information. Lorsqu'à la fin de l'heure, le ou la prof fait un bilan, revient sur les points importants, ça sert à faire ça. Ça sert à faire une répétition tout de suite. On l'a vu une fois l'élément pendant le cours, et ensuite on le revoit à la fin de l'heure. Ou alors c'est ce rappel qui est au début de l'heure d'avant, de l'heure d'après, pardon. La prochaine fois que vous avez de nouveau ce cours, il y a ce moment, ces 2-3 minutes où la prof vous dit « Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ?» ou « La dernière fois, je vous rappelle qu'on a vu ça. » Ça sert à faire ça. Ça sert à faire une réactivation. On appelle ça. C'est une répétition, mais en mieux. C'est revoir la même information, mais la voir de manière différente. De la voir différemment. Ce qui peut être intéressant aussi pour maximiser, c'est ce qui était dit, c'est de voir ce qui est essentiel dans tout ce dont on a parlé. Lorsque vous êtes en cours, tout ce que dit le prof n'est pas important. Il y a plein de choses qui sont là, qui sont dites, qui vous permettent de mieux comprendre le concept qu'on est en train d'exposer, l'élément clé du chapitre, mais tout n'est pas important. Il y a des éléments qui sont essentiels et arriver à isoler ces éléments essentiels, ça peut aider. Ça peut aider à mieux mémoriser en sachant et en se questionnant pour faire du lien en étant actif dans tout ça, et peut-être même réviser à plusieurs. Parce que réviser à plusieurs, ça permet aussi de se poser des questions, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Mon but, en venant vous parler aujourd'hui du fonctionnement du cerveau, ce n'était pas de vous faire un cours. Mon but, en venant vous parler du fonctionnement du cerveau, c'était de vous faire expérimenter des choses de votre cerveau. Oui, contrairement peut-être à ce que vous pensiez, notre cerveau n'est pas capable de traiter toutes les informations qu'on voit. Vous l'avez bien vu avec la vidéo. Pas tout le monde avait vu l'ours et l'armure. Pas tout le monde avait vu que le monsieur qui n'avait pas de cheveux avait été remplacé par un monsieur qui avait des cheveux. Pas tout le monde avait vu que l'inspecteur avait changé de couleur de veste. Oui, notre cerveau a des limites. Et c'est en comprenant un peu mieux quelles sont les limites de notre cerveau qu'on peut mettre en place des stratégies pour essayer d'apprendre et d'apprendre un peu mieux. Et notamment avec la mémoire. Vous voyez, si je vous donne des chiffres les uns après les autres, vous retenez très peu d'informations. Par contre, si je vous laisse le temps de voir toutes ces informations et que vous faites des liens entre ces informations en les regroupant par catégorie, par exemple, ça va vous aider à conserver plus d'informations dans ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Et si vous voulez conserver cette information plus longtemps, si je devais revenir dans 3 mois pour savoir quels sont les mots que vous avez appris aujourd'hui et que vous vouliez avoir les bonnes réponses, il faudrait que vous fassiez des révisions. Il faudrait que vous y reveniez plusieurs fois. Parce que voir cette information une seule fois, ce n'est pas suffisant. On a besoin de le revoir plusieurs fois. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est bien volontiers. Sinon, bonne fin de journée, bon week-end, bonnes vacances et au plaisir de se revoir. Merci.